Introduction au calcul d'erreur. En sciences expérimentales, en effectuant une mesure, on a plus de chances de mesurer une valeur qui n'est pas la vraie valeur que d'obtenir la valeur vraie. Les erreurs de mesure peuvent provenir de plusieurs sources. On peut imaginer que ça peut provenir de la qualité de l'instrument. Par exemple, une burette graduée au 1/10 est moins précise qu'une burette graduée au 1/100. De l'expérimentateur, la perception de la couleur diffère d'un expérimentateur à un autre. La variabilité de la grandeur mesurée elle-même. L'erreur qu'on va effectuer en pesant 100 kg et 0,1 g ne sont pas les mêmes. La tolérance de l'erreur n'est pas la même. Voyons cet exemple où on a le volume, le ménisque inférieur de la solution qui ne coïncide pas exactement avec la graduation. La valeur vraie, on ne peut pas la mesurer exactement, mais on peut l'encadrer. Elle est entre 7,3 et 7,4. Il faut donc évaluer ce qu'on appelle l'incertitude. En fait, l'incertitude de mesure est définie comme un paramètre qui caractérise la dispersion des valeurs autour d'une valeur moyenne. Elle reflète l'impossibilité de connaître exactement la valeur du mesurante. Tout mesurage est entaché d'une erreur, tout mesurage est accompagné d'une incertitude. Voyons voir les types d'erreurs. Le premier type d'erreur est appelé erreur aléatoire. Si un opérateur effectue un dosage n fois, il va retrouver des volumes différents. Cette erreur est inévitable sa cause se trouve dans l'expérimentateur lui-même. La sûreté avec laquelle la main manie l'instrument, par exemple la burette, l'exactitude avec laquelle l'œil observe, exemple le virage d'un indicateur coloré. Cette erreur suit une distribution dite normale et elle affecte la précision ou la fidélité de la mesure. La fidélité, c'est-à-dire que, encore une fois, si on va répéter dans les mêmes conditions, les mêmes opérations avec le même opérateur, on ne va pas obtenir exactement le même résultat. L'autre type d'erreur est appelé erreur systématique. Ce type d'erreur se produit lorsqu'on emploie des instruments mal étalonnés. Par exemple, si on a un pH mètre et on va l'étalonner, au lieu d'utiliser une solution de pH 7, on se trompe et on utilise une solution de pH 12. Dans ce cas-là, tous nos résultats, toutes nos mesures seront biaisées, c'est-à-dire seront décalées, seront translatées. Les erreurs systématiques influencent l'exactitude et ou, encore une fois, la justesse de la méthode, de la mesure. La valeur vraie ne peut pas être déterminée. On estime juste un intervalle de confiance contenant la valeur vraie. L'incertitude, tout résultat de mesurage étant entaché d'erreur. Mais cette erreur n'est pas infinie. On doit chercher un intervalle de confiance dans lequel la valeur vraie est susceptible de se trouver. Il faut donc calculer l'incertitude. Il existe deux manières de déterminer l'incertitude du résultat d'un mesurage. On parle d'évaluation de type A ou d'évaluation de type B. Mais ceci ne doit pas laisser penser qu'il s'agit de deux incertitudes différentes. Il s'agit en fait de deux façons ou de deux manières ou de deux méthodes d'estimer ou de déterminer l'incertitude du résultat d'un expression d'un résultat de mesurage. La mesure d'une grandeur est caractérisée par une valeur numérique, une unité et bien sûr une incertitude. Donc le résultat de mesurage s'écrit valeur numérique plus ou moins l'incertitude et l'unité, on ne l'oublie pas. Par convention, l'incertitude sur une grandeur est notée en reprenant le symbole de la grandeur précédé du symbole delta.
Donc ce sera x plus ou moins delta x et l'unité. À une grandeur x, on associe une incertitude de mesure delta x appelée l'incertitude absolue. Par contre, l'incertitude relative, c'est la valeur de delta x divisé par x. Donc ce sera l'erreur par rapport à la quantité. La méthodologie présentée dans les sections suivantes pour caractériser et quantifier l'incertitude est basée sur les recommandations émises dans le guide pour l'expression de l'incertitude de mesure édité par l'Organisation internationale de normalisation de l'incertitude. On va commencer par le calcul de l'incertitude de type A ou calcul de l'incertitude par la méthode de l'écart type estimé. Cette méthode est déterminée par une analyse statistique d'un ensemble de valeurs xi du mesurand obtenues dans les conditions de répétabilité, c'est-à-dire les mêmes conditions, même opérateur, même jour, etc. Les valeurs des observations individuelles diffèrent à cause des erreurs aléatoires sur n mesurages. On obtient n valeurs de xi. On peut alors calculer la moyenne arithmétique de ces n valeurs de xi que l'on notera x bar. C'est la dispersion des points autour de la moyenne qui va permettre de déterminer l'incertitude du mesurage. Donc le mesurage sera considéré, ou la valeur vraie du mesurage sera considérée xi. Et on considère que la valeur vraie se trouve dans l'intervalle xi moins STH sur racine carrée de n, x bar plus STH sur racine carrée de n, avec x bar, comme on a dit, c'est la valeur moyenne, c'est x, c'est la somme des xi sur n. S, c'est l'écart type, il se calcule comme étant la racine carrée de la somme de xi moins x bar le tout au carré sur n moins 1. Si vous remarquez bien que cette expression n'est autre que la valeur des intervalles qui séparent chaque valeur expérimentale à la valeur moyenne. On élève au carré pour enlever l'effet du signe, qui peut être soit négatif, soit positif. Et on somme et on divise par n-1. Donc c'est en quelque sorte la moyenne des intervalles qui séparent chaque valeur à la valeur moyenne. TH par contre, c'est le facteur de Student. Il dépend du nombre de mesurages. En fait, si on effectue plusieurs mesurages, la valeur moyenne sera plus proche de la valeur vraie. Il dépend aussi du niveau de confiance. C'est un facteur par lequel on multiplie l'intervalle calculé. Donc pour n mesurages égal à 3, et pour un seuil de confiance de 95%, T95 est estimé à 4,3. Pour n égale à 4, T95 est estimé à 3,18. Pour n égale à 50, T95 est estimé à 2,01. Et pour n égale à 50, avec un seuil de confiance de 99%, T99 est égal à 2,68. Passons maintenant au calcul de l'incertitude de type B ou calcul de l'incertitude sur un résultat isolé. Pour un appareil en bon état, à un niveau de confiance de 99%, on peut estimer l'incertitude à partir de la classe de l'appareil. Cas d'une grandeur déterminée par addition ou soustraction. Alors, si on a un mesurage, calculé à partir de la somme ou de la soustraction de deux autres mesurages, x égale à a plus b ou x égale à a moins b, l'incertitude absolue sera delta x égale racine carrée de delta a au carré plus delta b au carré. Pour une grandeur qui résulte de la multiplication ou de la division
de deux autres grandeurs, x égale à a fois b ou x égale à a sur b, l'incertitude relative, donc dans ce cas-là, il faut passer par l'incertitude relative, delta x sur x est égal à racine carrée de delta a sur a au carré plus delta b sur b au carré. Par convention, l'incertitude est arrondie à la valeur supérieure avec au plus deux chiffres significatifs. Et les derniers chiffres significatifs conservés pour la valeur mesurée x sont ceux sur lesquels porte l'incertitude delta x. Donc là, on va passer pour parler des chiffres significatifs. Alors, le nombre de chiffres significatifs indique la précision d'une mesure physique. Il s'agit des chiffres connus avec certitude plus le premier chiffre incertain. Exemple, dire qu'un pH est égal à 3,124 n'a aucun sens car la précision des pH mètres est au plus à deux chiffres après la virgule. Le nombre de chiffres situé après le dernier zéro non significatif représente le nombre de chiffres significatifs. Alors si on a 0,8, on a un seul chiffre significatif. 0,0052, on a deux chiffres significatifs. C'est-à-dire que tous les zéros situés à gauche sont non significatifs. Lorsque le chiffre est le dernier par contre-chiffre, c'est-à-dire s'il est situé à droite, eh ben ce zéro-là, il est significatif, qu'il soit placé avant ou après la virgule. Alors pour 1,200, on a quatre chiffres significatifs. Pour 0,0520, on a trois chiffres significatifs. Le cas des nombres entiers, tels que 400, 1000, 10, peut prêter à confusion. Si le résultat d'une mesure donne 400, mais un seul chiffre est significatif, alors le résultat final peut être écrit dans une notation scientifique 4 fois 10 à la puissance 2 ou 0,4 fois 10 à la puissance 3. Et dans ce cas-là, on aura un seul chiffre significatif. Si deux chiffres sont significatifs, alors le résultat pourra être écrit 4,0 fois 10 à la puissance 2 ou encore 0,40 fois 10 à la puissance 3, etc. Lors de l'addition ou de la soustraction, on a un résultat et on se demande combien on va garder de décimales. Alors dans ce cas-là, on va garder le nombre de décimales correspondant à l'élément le moins précis. Par exemple, si on calcule la masse molaire du thiosulfate de sodium pentahydraté, le Na2S2O3, 5H2O. On a la masse molaire de Na égale à 23,0, la masse molaire de l'oxygène 16,0, la masse molaire du soufre 32,05, la masse molaire de l'hydrogène 1,008 g par mol. Dans ce cas-là, la masse molaire de notre sel n'est autre que 248,2 g par mol. Comme le sodium et l'oxygène sont connus au dixième de gramme par mol près, ils imposent leur précision. Pour la multiplication et la division, on va garder le nombre de chiffres significatifs correspond à la valeur la moins précise. Donc si on dissout une masse M égale à 6,17 g de thiosulfate de sodium pentahydraté, de masse molaire M égale à 248,2 g par mol, dans un volume V égale à 150,0 ml de solution, la concentration molaire apportée est M, petit m, sur la masse molaire fois V. Ça sera 6,17 sur 248,2 fois 150 10-3. Le résultat affiché par la calculatrice est 0,165726564 mol par litre. Mais nous, on va garder juste
trois chiffres significatifs, c'est-à-dire 0,166 mol par litre.